dans une bière avec PO. Aujourd'hui, on parle de Freud sur la cocaïne. Je suis joint par mon ami, mon invité, mon collègue, mon comparse, mon complice, Julien Dionne. Comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Ça va bien, merci. Merci, Pierre. Écoute, Julien, question pour toi. Qu'est-ce que tu penses de la cocaïne? Grand fan. Grand fan? Non, si tu me demandes, la cocaïne, c'est une bonne drogue si tu veux brainstormer des idées d'entreprise avec un étranger dans une cuisine à 6 h du matin. Il y a vraiment une importance ici sur le fait que ce soit à 6 h du matin. C'est C'est la pas fin, aussi ouais. efficace à minuit. Sais-tu, parce que ma femme, c'est un fait intéressant, ça n'a jamais fait offert de coke de sa vie. Es-tu du même type? Est-ce que je suis du type de genre de personne qui se fait pas offrir de coke? ouais. Mais vu que tu savais pas c'était quoi une clé, je me sens, tu comme... Non, il y a peut-être quelqu'un à un moment donné dans un bar, quelque part à Limoilou, qui m'a offert de la coke. T'es comme, oui, la coke, le liquide brun, là, tout Cette le monde... chose, moi, ça. non. Différents sujets. Écoute, une des grandes raisons pour laquelle toi et moi, aujourd'hui, on parle de la cocaïne, qui se trouve être en lien avec notre ami Sigmund Freud, le grand psychanalyste, a joué un rôle assez important dans la popularisation de cette drogue-là, qui était alors plus ou moins méconnue en dehors de quelques cercles intellectuels. Freud, tout le monde le connaît un peu. Mhm. On le connaît pour différentes raisons. Il y en a qui l'haïssent, il y en a qui l'adorent. On a juste à penser à Michel Onfray, le philosophe français, qui a écrit un véritable procès-verbal contre le monsieur pour dire qu'essentiellement, c'est un voleur qui avait volé toutes ses idées et que, voilà, il n'y avait rien qui valait vraiment la peine d'être lu ou écouté de la part de Freud. Freud, c'est-tu lui que si, comme tu fais une erreur, comme tu dis quelque chose, Ouais. c'est comme si t'es comme, j'ai couché avec ma mère. Excuse, pas mon Ouais, frère. les fameux lapsus, là, c'est, Ouais. disons qu'il s'est attribué le mérite de la création de l'idée de lapsus, alors qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait écrit un volume là-dessus. Mais ouais, l'idée, c'est que tu dis quelque chose, puis tu te trompes de mots dans une certaine similarité, puis ça veut dire qu'inconsciemment, tu penses à telle autre affaire. Mhm. En réalité, il y a un milliard de facteurs qui peuvent faire que tu dis pas ce qu'il faut dire, parce que parler, c'est vraiment fucking compliqué. Et on peut débattre un peu si ce qu'il a fait était vraiment bien ou pas. Moi, je vais me concentrer sur sa consommation de cocaïne et le rôle qu'il a eu dans la popularisation de la drogue, mais pour ça, il faut vraiment revenir au départ. Notre ami Freud est né en 1856 à Freiberg, qui est en Moravie, qui fait aujourd'hui partie de la République tchèque. C'est un intellectuel précoce à l'âge de 5 à 6 ans. Il est déjà intéressé par la mythologie grecque, par les grands héros de l'Antiquité, puis il commence à dévorer tous les livres qui lui passent sous la main. Sa mère est une femme charmante qui a 20 ans de plus jeune que son père, ce qui fait que Freud se retrouve à réaliser que sa femme est chic. Ça fait une très drôle de dynamique et j'ai oublié de dire que pendant qu'elle est hot, la famille, elle est pauvre, on est en Autriche, à peu près, en fait, dans l'Empire autrichien. Lui, t'es 20 ans plus vieil que elle. Ouais, c'était sa troisième femme, je pense. Lui, était 20 ans, puis il était pauvre. Ça, c'est un accomplissement. Ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup sur... Ouais. Ouais. Sur sa grève. Sa grève d'idées. Écoute, c'est un drôle de climat, c'est pas facile. Puis ce que j'ai pas dit, ce qu'il faut dire, c'est que Freud, il est juif. Sa famille, elle est juive. Puis être juif, dans ce temps-là, c'est pas recommandé par le docteur, dans le sens que des fois, on a des pogroms, il y a beaucoup d'antisémitisme. Et en fait, il y en a plus qu'avant. On est au 19e siècle, c'est la montée des nationalismes, il y a beaucoup de pression, c'est l'urbanisation, il y a beaucoup de gens qui perdent leur job, un peu de début de globalisation. Puis être juif pendant cette tempête-là, c'est de la grosse merde. Et ça, Freud, il va s'en rendre compte tout de suite quand son père va se faire, à un moment donné, insulter. Il va lui dire « Descends du trottoir, sale juif », puis ça, apparemment, que ça a bien impressionné Freud. Mais pendant que tout ça, ça arrive, lui, il continue de lire ses livres. Et sa maman, qu'il appelle Siggy, elle rencontre à un moment donné dans une pâtisserie une vieille dame qui s'extase devant le Freud et qui dit « Ah, ce gars-là va devenir un génie, un visionnaire. » Sa mère, Amalia, prend ça comme du cash, puis elle se dit « OK, il lui faut sa propre chambre. » Alors là, tout d'un coup, on met Freud sur un piédestal alors qu'il n'a même pas 10 ans et il ne descendra jamais de son pédestal, ce qui fait qu'il va devenir une personne relativement arrogante et inflexible qui va tendre à brûler ses ponts avec tous ses amis. Mais ça va mal. Le papa est un marchand des textiles et l'industrie du textile, ça chie, ça va très mal. C'est une crise économique dans tout le milieu. Tout ce qui est soie, tissu, ça va mal à cause de l'industrialisation. Donc, on décide de quitter la Moravie puis de s'en aller à Vienne, qui est la capitale de l'Empire austro-hongrois, qui est un gros empire. Il y a un empereur, puis il n'y a pas vraiment de liberté politique, donc il y a de l'agitation dans l'air, puis en plus, il y a de la crise économique. Donc, ils s'en vont à Vienne. Freud, il s'en va à l'université, il a 17 ans, il parle français
l'allemand, l'anglais, l'espagnol. Il y a des rudiments de latin. J'ai probablement oublié 2 langues. C'est quelqu'un qui passe son temps à lire. Il fait des journées de 10 heures par jour. Puis, c'est pas tout. Le soir, il étudie encore jusqu'à minuit. C'est un type souvent malade. Il a tendance à tomber dans la dépression à tous les 2-3 mois. Fréquemment, il a des migraines. Il se plaint toujours de maux à l'estomac. Il a des gastrites, des inflammations de la paroi de l'estomac. Cet homme-là est toujours malade. Il est très nerveux. Il a beaucoup d'ambition. Et pour rajouter à tout ça, dans sa pauvreté et dans l'antisémitisme flagrant de la capitale de l'Empire austro-hongrois, il tombe en amour avec une jeune femme qui s'appelle Martha. Oui, la même femme, ou en tout cas le même nom que la mère de Batman, pour ceux qui suivent DC Comics. Attention, là, on sait qu'il va y avoir de la tragédie quand ta femme s'appelle Martha. Et puis Martha... il va la rencontrer en 1888. C'est sa sœur qui l'invite à la maison. Freud tombe immédiatement en amour avec la dame. Ils vont se fiancer, 2 mois plus tard. C'était un Exactement, Freud, ben oui, parce qu'évidemment, c'est l'argent auquel moi je pense. La mère de la jeune dame de Martha, elle désapprouve le mariage et elle n'aime pas Freud, ce qui n'est pas vraiment étonnant puisque c'est pas quelqu'un qui a une très bonne réputation. Et voilà, ils vont se marier. En fait, ils vont se fiancer un peu en catimini. Mais là, Freud, il y a un gros problème. Sa carrière va nulle part. Il fait des grosses journées de fou. Et puis, il y a une femme qui ne peut pas vraiment marier, même s'il l'aime, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, il n'y a pas de situation. Ça fait déjà peut-être, au moment où il rencontre Martha, à peu près 10 ans qu'il est aux études, il y a encore des années et des années avant lui. Il veut être riche. Et même s'il y a quand même une situation pas si pire, même s'il commence déjà à être un petit peu connu, c'est pas assez. Il va se retrouver à l'hôpital général de Vienne. C'est là qu'il va rencontrer la cocaïne. En 1884, Freud travaille dans un laboratoire et il va tomber sur un petit papier écrit par un docteur allemand en Bavière qui a découvert une petite particule géniale qui s'appelle la cocaïne, qui va donner à des soldats durant une marche militaire. Et le petit monsieur va noter comme ça, j'ai constaté que quand on donne de la cocaïne à des soldats, on dirait qu'ils oublient la fatigue. Freud note ça, écrit immédiatement à sa dulcinée pour dire, avec une découverte comme ça, on pourrait s'acheter une maison. Et là, il s'en va acheter de la cocaïne à la pharmacie, ce qui lui coûte un bras, et il commence à expérimenter sur lui. Freud, à ce moment-là, pense... ça, c'est une fun recherche. C'est pas pire, mais ça, c'est quoi? Je pense que tout le monde aurait eu beaucoup de plaisir à expérimenter, entre guillemets, à cette époque-là. C'est dans la science. Faut que je fasse ce sac de coke ici, tout seul, dans ma shed. C'est vraiment le moment eureka pour lui. Et il commence immédiatement à recommander la cocaïne à tout le monde. Mais ce que personne ne sait, c'est à quel point la cocaïne, c'est dangereux. Je veux dire, il faut que je résume un peu c'est quoi le problème de la cocaïne. Premièrement, ça vient de la feuille de coca. Et ça, c'est originaire de l'Amérique du Sud. On ne sait pas exactement ça vient d'où, mais on sent ça autour de la Bolivie. Ça fait des millénaires qu'on connaît ça. Le coca, en Aymara, qui était la langue un peu officielle de l'Empire Inca, ça veut dire la plante. Mais tu sais, pas la plante. La plante comme la femme de Donald Trump qui veut dire The Trump. C'était la plante, c'est une plante divine. Comme la pilule. C'était la pilule, ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais il faut dire qu'une feuille de coca contient en moyenne moins qu'1% de cocaïne pure dedans. La cocaïne, c'est une molécule. Elle a été isolée la première fois en 1856 ou 59. Et puis, à partir de ce moment-là, tu l'isoles, tu es capable de la recréer, tu es capable de la purifier. Pourquoi est-ce que la cocaïne, c'est aussi efficace sur le cerveau puis aussi dangereux? Pourquoi est-ce que c'est une des 5 pires drogues de l'humanité, une des plus mortelles? C'est parce que ça travaille sur la dopamine, qui est un neurotransmetteur. Et ce que ça fait, c'est que en général, quand tu as de la dopamine, qui est un peu l'hormone du plaisir, le neurotransmetteur du plaisir, ben le corps le réabsorbe immédiatement. Si tu as quelque chose qui t'anime vraiment beaucoup, que ce soit de l'alcool, ou tu as gagné à la loterie, ou tu es en train de faire l'amour à ta blonde, tu vas avoir une décharge de dopamine qui va être immédiatement... Oui, il va y avoir une décharge, for sure. Ça, je vous le souhaite. Voilà. C'est pas des termes légaux, c'est des termes un peu à la pop. Où tu veux la décharge? J'aurais jamais dû dire ça. Mais bref, on comprend ce que je veux dire par décharge. Ça va quelque part. Puis pour la dopamine, dès que ça sort, dès que c'est produit, c'est réabsorbé par le système. Ce qui fait qu'en général, le fun, ça dure jamais longtemps. C'est 9 minutes qu'ils disent. 9 minutes? J'ai entendu dire que la moyenne au Québec, c'est 15 minutes. On n'a pas les mêmes sources!
Moi, je parle de coke. Ah, OK, ouais, c'est bon. La cocaïne, elle joue un truc sur le cerveau. Premièrement, elle relâche beaucoup de dopamine, mais elle empêche la réabsorption de la cocaïne en empêchant un transpondeur de protéines qui est là pour te libérer de ta décharge. Bref, la cocaïne joue des trucs sur le cerveau, ce qui fait que la dopamine qui est relâchée par la cocaïne reste plus longtemps, ce qui en fait une drogue qui te donne un sentiment d'euphorie presque sans parallèle dans l'univers fascinant des drogues dures. Le problème, c'est que plus tu as de la dopamine, plus tu as de décharge, pour reprendre un mot qu'on aime bien, plus le lendemain est difficile, plus l'après est impossible et plus le crash est sonore. Donc, plus tu as une montagne de dopamine, plus tu as une dépression après. Puis ça cause des cycles vicieux qui entraînent la dépendance. Mais ça, Freud ne le sait pas. Il n'y a personne qui le sait à l'époque. On ne connaît pas encore c'est quoi la dépendance ou les mécanismes. L'alcoolisme n'est pas encore quelque chose qui est diagnostiqué à l'époque. Puis encore pire, à la fin du 10e siècle, où va travailler Freud, tout le monde prend des drogues dures. On a de la morphine. Bon, c'est peut-être pas si dur que ça, la morphine, mais ça provoque aussi la dépendance. Et puis, c'est disponible pour tout le monde. C'est pas si cher que ça. La morphine rend léthargique et surtout, elle a, à long terme, de très mauvais effets sur la santé. Premièrement, ça provoque la constipation. Ensuite, ça fait écraser les poumons parce que ça dérègle les connexions entre le cerveau et les poumons, qui fait littéralement dire aux poumons qu'on n'a pas besoin d'avoir autant d'oxygène. C'est le cerveau qui est plus capable de reconnaître qu'il y a trop de dioxyde de carbone dans le sang, ce qui fait que tu peux mourir par asphyxiation. Asphyxiation? Trop de décharge. Mais bref, la morphine... As-tu la morphine live? Je parlerai pas sans la présence de mon pusher. Et puis, c'est ça, donc... Ça sonne apaisant, actually. La morphine, ben, c'est ça, hein, c'est morphée, c'est associé au sommeil, donc ça endormait. Puis littéralement, c'est ça, quand tu prends de la morphine, tu t'effondres sur toi-même, t'arrêtes de porter attention à l'extérieur. Puis c'est la raison pour laquelle c'est utilisé comme anesthésie encore aujourd'hui à l'hôpital. Moi, je me rappelle, on m'a enlevé mon appendice après Cuba. Ça commençait avec une laryngite que je me suis faite en criant haut et fort « Gimme shelter » dans un karaoké avant d'aller à Cuba, puis de revenir, puis de rater mes symptômes, puis de frôler la mort par un poil de fesse. Oh shit! Fait qu'on me shoot à la morphine, puis tu sais, c'est pas que tu oublies la douleur. Tu sens la douleur, mais tu t'en fous. Right. C'est comme, la douleur est là, okay, mais tu t'en fous, c'est pas vrai? important. C'est ça qui est très bizarre. Sais-tu quoi? J'aurais été mieux traité dans l'hôpital dans un hôpital cubain qu'à l'hôpital de Hall. Il n'y avait pas de chirurgien. Sérieusement, j'ai failli mourir d'une appendicite dans un hôpital où il n'y avait pas de chirurgien. J'allais consulter un médecin, il a mis son doigt dessus, j'ai explosé, j'ai dit « Ah! » Il m'a dit « Va à l'hôpital. » Et tout ça pour dire que je vous recommande pas d'avoir une appendicite, point final, surtout pas à Hall. Non, ça sonne pas great. Je suis faible, honnêtement. Revenons-en à Freud, qui ne sait pas que la cocaïne provoque la dépendance, mais qui opère dans un monde où est-ce que tout est nouveau. On développe l'anatomie, on développe une conception moderne du corps, de l'esprit. On commence à se débarrasser de toutes les espèces de tabous moyenâgeux qui avaient été en partie provoqués par l'Église puritaine qui voulait pas qu'on touche au corps parce que toucher au corps, c'était comme désacraliser toute la vie. Par un monde sans coke. Pour un monde sans coke. Hey, ça serait un beau titre pour le podcast. Alors, il y a tout à créer, puis Freud se sent vraiment sur une vague de découvreurs. Il va se comparer à Christophe Colomb, qui va se vanter d'avoir découvert le continent de l'inconscience et de dire « Moi, j'ai découvert un nouveau continent, c'est à d'autres d'aller le paver de toutes sortes d'inventions. » Il va jouer une espèce de fausse modestie, mais en même temps qu'il fait ça, pour faire avancer sa carrière, lui, il veut se démarquer avec la cocaïne et il va publier un ouvrage qui va s'appeler Hubert Coca. Ça va être un des premiers ouvrages qui va faire connaître Freud, qui va le mettre sur la carte. Ce qui était très drôle parce qu'à l'époque, Freud, lui, dans l'anatomie, il connaît très bien les animaux puis leur anatomie. Il va avoir l'infime honneur d'être le premier à identifier les parties génitales des anguilles électriques. J'allais dire, c'est ça une creepy, ça. Il connaît très bien les animaux. Il y a beaucoup de choses qui sont creepy avec Freud. Je pense pas que ça va être la dernière. C'est le seul ouvrage de Freud dans lequel il parle presque amoureusement de la substance en question. À un moment donné, à la place de dire une dose de cocaïne, il va dire une offrande de cocaïne. Fait que le gars, il est complètement impacté bien raide. Il commence à tomber sous la dépendance de la cocaïne. Puis il crée un ouvrage qui va attirer l'attention de la communauté scientifique sur les vertus de la cocaïne. Le seul problème, c'est que Freud,
ne dit pas c'est quoi les applications exactes pour la science. Donc, son papier est pas tellement lu, mais il va commencer à pratiquer, il va commencer à se poudrer avec certains de ses collègues. Là, il est déjà en train de recommander ça à ses patients, à sa femme, à des amis, à des collègues. Puis, une personne avec nos lunettes modernes pourrait dire qu'en réalité, il est déjà en train de devenir un danger public à force de recommander des grammes et des grammes de cocaïne à tout le monde. Mais il va avoir un petit problème. Lui qui cherche la renommée, c'est qu'il va commencer à faire des sessions de poudrage avec un jeune ami, un jeune collègue qui s'appelle Karl Koller. Karl Koller, lui, c'est un spécialiste des yeux. Puis c'est un geek. Puis lui aussi, il a de l'ambition. Il a un gros problème. Quelle colère de Dieu qu'il y avait. Quelle colère de Dieu. Lui, c'est le glaucome. Ça, c'était comme son grand cheval de bataille. Puis à l'époque, là, opérer du glaucome, c'est pas le fun. C'est pas le fun parce qu'il n'y a pas d'anesthésiant. Les seuls anesthésiants qu'il y a, c'est l'éther puis la morphine. Puis ça te fait vomir. Puis la plupart des patients réagissent mal. Après ça, pour opérer l'œil, pour opérer le cataracte puis tout ça, faut que la personne puisse bouger son œil. Alors, c'est pas vraiment évident de lui administrer quelque chose qui va pas l'assommer puis qui va faire qu'il est encore capable de répondre. Fait que Karl Koller, lui, il dit à quelqu'un « Bouge pas, là, toi », il va lui donner une gorgée de cognac, il va dire « Bouge pas », puis il rentre son scalpel dans l'œil, puis c'est vraiment désagréable. Puis s'il rate ça, il faut recommencer, puis là, ça saigne. Fait que c'est pas le fun. Il y a Freud qui donne un peu de cocaïne, puis Karl, lui, va faire le lien que Freud n'a pas fait. Il va réaliser que quand tu te mets de la cocaïne sur la langue, en réalité, ça gèle la langue. Hein? Oui, excuse, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça feel amazing. Oui, ça aussi. Mais là, à ce niveau-là, les deux sont euphoriques. Là. Freud, il dit à sa blonde, prends garde, ma princesse, quand je reviendrai, je t'embrasserai jusqu'à te rendre toute rouge, et si tu te montres indocile, tu verras bien qui de nous deux est le plus fort. La douce petite fille qui ne mange pas suffisamment ou le grand monsieur fougueux qui a de la cocaïne dans le corps. Ça, c'est les lettres amoureuses de Freud à sa femme. Le gars, il est complètement pété. Donc, pour en venir à Karl Koller, la cocaïne, puis c'est son chum, Karl Koller, qui est un spécialiste des yeux, qui lui va illuminer ça au grand jour. Il va pratiquer sur des chiens, il va leur crever un œil littéralement, puis le chien va faire ouf ouf en branlant de la queue. Donc, lui, il est pauvre, il va envoyer quelqu'un d'autre dans une grande conférence qui va faire la démonstration devant tout le monde. Et là, c'est la renommée internationale. Karl Koller a même pas 25 ans, et là, toute la communauté le connaît à une époque où est-ce que ça prend 25 ans avant d'établir une réputation. Freud est en beau fusil, il a perdu sa chance, il est déprimé. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il prend encore plus de coke. Là, la consommation de Freud de cocaïne va vraiment augmenter. Puis là, ça va devenir dangereux. Non seulement ça va devenir dangereux, mais on peut se poser la question, est-ce que ça va pas affecter un peu l'espèce de nouvelle école de pensée qu'il veut développer, qui est la psychanalyse, qui est vraiment ce pourquoi aujourd'hui il est le plus connu. Et là, il se fait endosser, ça devient un peu bizarre. Là, il y a de la géopolitique. Là. Il commence à se faire payer par des grandes pharmaceutiques qui, elles aussi, de leur côté, voient le potentiel du côté de l'économie puis de faire beaucoup d'argent de la petite molécule qui semble rendre tout le monde très heureux sur l'euphorie. Donc, il y a la compagnie Merck, puis il y a la compagnie quelque chose à Détroit, qui sont comme les 2 ou 3 grandes compagnies pharmaceutiques de l'époque qui ne reculent devant rien pour augmenter les marges de profit et qui le payent littéralement pour parler en bien de la cocaïne. Wow. Ça donne bien parce que la cocaïne, c'est très cher. Freud dépense facilement 15% de son salaire à chaque mois pour acheter de la cocaïne. So, c'était un porte-parole pour la cocaïne, basically. Freud était un porte-parole pour la cocaïne. Wow. Avant qu'on sache que c'était littéralement mortel et que ça développait la dépendance. Freud ne sait pas tout ça. Sauf que c'est là qu'on rentre vraiment dans la personnalité de Freud. Il a tendance à mettre la charrue devant les bœufs et il est impatient. Et la question peut se poser, est-ce qu'il se soucie vraiment des conséquences de ses actions? Là, il va avoir une expérience assez tragique qui va le faire un peu déchanter. Un des amis de Freud, lui, s'appelle Fleischl-Marxov. Classique. Il n'y a pas de nom, je pense, plus allemand que ça. Fleischl-Marxov est un assistant de laboratoire, très charmant, grande personne, très sérieux, plutôt du type stoïque, dans leur propre milieu, côté anatomie, côté sciences, côté physicien. Il est déjà reconnu pour étant quelqu'un de très brillant, qui travaille très fort. Lui aussi, il se tape des heures qui n'ont pas d'allure, 10 à 15 heures. On voit c'est quoi le parallèle avec la Silicon Valley qui se poudre encore à la cocaïne aujourd'hui. Mais il y a un petit problème, c'est que le gars souffre énormément. Il est à l'agonie à chaque jour de son existence à cause d'un accident de laboratoire. Il faisait une petite incision. Il va se couper le pouce
à la scalpel. Donc, on va lui faire une petite chirurgie. Ça va s'infecter. Uh-oh. On va lui arracher le pouce. Ah. Ça va continuer de s'infecter. On va lui en arracher encore plus. Après plusieurs chirurgies, il commence à souffrir de nématoma. Ça, c'est des agglomérations de nerfs qui sont constamment en train de repousser et qui sont constamment en train de brûler. Ah. Fait que le gars, il a la main en feu. Puis comme tous ses nerfs sont sollicités, il y a de la douleur partout dans le corps. Ça l'empêche de dormir. Le gars, il est plus capable de vivre. Sa vie est un enfer. Mais il n'en dit jamais un mot à personne. Puis Freud, qui admire les hommes de caractère, va être un peu pris de pitié, il va se dire, ce gars-là qui est tellement prometteur, qui est tellement une bonne personne, qui est tellement stoïque, je dois l'aider. Alors là, il se lie d'une amitié marquée du sceau de la cocaïne, parce que Freud, il va se dire, « Hey, mais je viens de trouver cette particule magique. Je vais lui en donner. » Alors, il lui administre ceci, il lui parle de la cocaïne, il lui dit, ça va te guérir. Et comme de fait, 2 semaines plus tard, Fleischl-Marxov arrive devant Freud, dit, je suis guéri, je ne pourrais pas être plus heureux. Alors là, Freud prend ça comme du cash. 20 jours plus tard, il s'en va voir des amis dans un grand congrès et il dit fièrement « J'ai guéri Fleischl-Marxov ». Alors là, ces gens-là se parlent entre eux, puis ils s'en vont disséminer le mot un peu partout. Freud n'est pas le seul qui va parler des bienfaits de la cocaïne à l'époque. Il y a un autre type, un chimiste, qui lui s'est lancé dans des vins à base de cocaïne, littéralement, des toniques euphorisants, qui s'appelle le vin de Mariani, qui est recommandé par le pape et par le président des États-Unis. Donc, c'est pas peu. On connaît déjà un peu la cocaïne, mais là, ce que Freud fait, c'est qu'il popularise, avant même qu'on le sache, les vertus médicales en prétendant pouvoir les définir, et il en parle à tout le monde sans le moindre examen. Fleischl-Marxov, au début, ça va bien. Mais passé 3 mois, c'est la rechute. Ben oui, à quoi est-ce que tu pensais? Il est maintenant accro à la cocaïne. Le pauvre gars est tellement accro qu'il commence à augmenter des doses. Et là, on parle de doses héroïques. Il dépense quelque chose comme 3 000 $ par mois en argent de 2010 sur ces doses. Il prend plusieurs grammes par jour, même que la cocaïne, c'est plus assez tellement il est habitué. Alors, il commence à faire des cocktails Molotov intestinaux où est-ce qu'il mélange la cocaïne avec la morphine dans une espèce de duo incandescent qui va finir par l'achever 6 ans plus tard. Freud va voir Fleischl-Marxov à un moment donné dans son appartement et le trouve semi-comateux par terre. S'ensuit une longue série d'interventions dans lesquelles Fleischl-Marxov va finir par se débarrasser de la cocaïne, mais va continuer de la morphine pendant encore 6 ans jusqu'à achever sa vie dans un suicide. C'est vraiment une tragédie. Freud, on raconte, va vivre avec le remords au ventre pendant tout le reste de ses jours, avec une photo de son ami dans sa maison, dans son bureau, jusqu'à la fin de ses jours. Il y avait une photo de Fleischl-Marxov. Fleischl-Marxov. C'est sur le bureau. Wow. Ouais. Rest in power, Fleischl-Marxov. C'est la phrase la plus bizarre que j'ai entendue aujourd'hui. C'est surtout avec la tragédie que je dis. Mais là, tu sais, Freud, il a consommé de la cocaïne pendant au moins 12 ans. Il n'était pas prêt à arrêter pour rien, surtout qu'il cherchait encore une grande percée scientifique. Puis ça, c'est avant qu'il soit vraiment connu avec son ouvrage principal qui va vraiment le mettre sur la carte, côté psychologie, en 1898, qui est De quoi sur les rêves. Qu'est-ce que ça allait dire? J'allais dire, comme moi, je connais du monde que ça fait plusieurs années qu'ils en font aussi, puis on connaît les effets néfastes. Imagine à l'époque, quand Louis, il pensait que c'était bon. Mm-hmm. Of course, qu'il en a fait pour minimum 12 ans. Ouais. Ouais. Mais là, ça s'apprête juste à empirer. Si tu penses que ce qui est arrivé à Fleischl-Marxov, c'était bad, j'ai un deuxième événement qui est encore pire. Freud va rencontrer une espèce de jumeau symbolique. Le gars, il a 1 an et demi de plus que lui. Il s'appelle Wilhelm Fleiss. Ah, Wilhelm Fleiss, oui. Ça, c'est pour toi, hein? Ça, c'est un nom qui te plaît. Oui, Wilhelm Fleiss, Fleischl-Marxov, classic. It Boys just in the rolls hood. off the tongue. Oui, oui. Fait que Wilhelm Fleiss, lui aussi partage son intellect, sa passion et peut-être aussi son manque d'éthique flagrant. Ce gars-là est un spécialiste du nez. Ça paraît un peu con de dire ça comme ça. C'est non seulement un spécialiste du nez, mais il est bandé bien raide sur le nez. Lui, il a développé une théorie un peu bizarre qui veut que toutes les maladies du corps, toutes les maladies génitales et toutes les maladies mentales sont reliées par le nez. Of course. Dans une espèce de grand canal neural qui connecterait les parties génitales au cerveau en passant par le nez. Donc lui, il se dit, si tu as un problème, si c'est neurologique, c'est nasal, il faut t'opérer le nez. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va piocher des nez à travers l'Europe. C'est comme la médecine de l'époque était nuts. C'était comme, hey, ces gens-là, il y avait des idées complètement farfelues. Je me suis fait, j'ai mal de,
J'essaie de te moucher. Mouche-toi. Un petit peu de déprime aujourd'hui. Prenez de la cocaïne, ça va Ouais, vous de la aider. cocaïne, ou mouche-toi, ou le nez. Ça, c'est hilarious. Alors, c'est ce qu'on appelle la nécrose du réflexe nasal. Et Fliess essaie de convaincre tout le monde autour de lui qu'il a trouvé la grande solution au problème neurologique, parce qu'il faut le dire, il y a un problème neurologique. Fin du 19e siècle, on s'intéresse beaucoup à la névrose, puis il y a un nouveau terme là, qui commence à être utilisé dans les secteurs médicaux de l'élite, de Vienne puis de Paris, qui est la neurasthénie. Ça serait comme une maladie où est-ce que ton inconscient fait sortir des problèmes sur ton corps quand la vie va mal. Donc, ça arrive dans un contexte d'industrialisation, d'urbanisation, puis d'atomisation des familles. Comme par hasard, les gens qui sont atteints de neurasthénie, c'est souvent des bourgeois, des gens dans la classe moyenne, donc pas des pauvres, des gens qui ont les moyens d'aller voir un psychologue qui va leur dire « Ah, toi, tu fais de la neurasthénie », puis qui vont peut-être leur suggérer de faire quelque chose de bizarre comme prendre de la cocaïne ou mettre des sangsues autour de leur rectum. Bref, la neurasthénie, c'est un peu farfelu. Et Fliess, lui, il pense que la solution à connecter les problèmes mentaux à des problèmes physiques, c'est le nez. Fait que là, il va convaincre Freud de ses théories. Qu'est-ce qu'ils font? Les deux, ils s'en vont dans les Alpes, ils font des petites retraites stratégiques dans lesquelles ils se poudre généreusement le nez, les parois du nez, avec de la cocaïne. Puis là, Freud, il n'y voit que du feu. Il se dit, ah, il me semble que ça a beaucoup de sens, ton affaire. Donc, il lui prête un peu une espèce de de serment de loyauté dans lequel il va dire, ah oui, je vais t'aider à populariser tout ça. C'est pas aussi clair que ça, mais il prête au moins son soutien à son ami. Et d'ailleurs, il va croire à la thèse de son ami Fliess, si bien qu'à un moment donné, il y a une patiente qui va venir le voir, qui a des problèmes mentaux, si on veut. Elle est déprimée et, bref, elle est surtout déprimée ou mal à l'aise dans un monde d'hommes plein d'industrialisation dans lequel elle n'a pas vraiment beaucoup de choix dans sa vie parce qu'elle est une femme, surtout à Vienne au 19e siècle, c'est pas super le fun. Tu as à peu près ça de marge de manœuvre. Puis pour ceux qui peuvent pas vraiment me voir, il y a à peu près, je monte mes 2 doigts, il y a à peu près 2 cm dedans. Donc, elle se sent pas bien. Freud, automatiquement, va diagnostiquer un excès de masturbation parce qu'à l'époque, on pense que la masturbation, c'est extrêmement malsain, puis que ça mène littéralement à la dégénérescence. Mais dans son cas, lui dit, moi, je peux pas l'aider, elle, je vais faire venir mon ami Fliess de Berlin. Fliess va en profiter pour m'opérer, moi. Parce qu'il faut que je le dise, là, ça fait à peu près 5 ans qu'il consomme de la cocaïne à travers le nez. Freud commence à développer des problèmes. Freud, à force de se mettre de la cocaïne pendant 5 ans, 2 ou 3 fois par semaine dans le nez, il a séché ses muqueuses nasales, ce qui fait que son nez est dur comme du roc. Fait que lui, il dit, ah, je vais faire d'une bière 2 coups. Je vais faire Je vais me masturber. J'aime que c'est ça, c'est solution à tout. Fais la coke ou masturbe-toi. Ah, mon nez dur, je vais me masturber. Fais la coke à cause de ça. Dans la vie de Freud, tout est simple. Ouais. Si c'est un problème, c'est un phallus, parce qu'il y a des phallus partout. Puis pour son ami Fliess, c'est simple. Si tu as un problème, le problème, c'est qu'il faut opérer ton nez. Donc, il faut piocher à coups de marteau dans le nez. Il va faire ça à Freud, il va faire ça à sa patiente qui s'appelle Emma quelque chose. Mais l'opération va complètement foirer. Et c'est peut-être parce que les 2 docteurs sont le jour même poudrés à la cocaïne, mais ça, on le sait pas. Fliess est pas si bon dans son affaire, puis il s'avère que piocher dans un nez pour régler les problèmes génitaux ou mentaux, c'est peut-être pas la meilleure idée au monde. Fait que là, ils font l'opération. La dame est en état de choc, elle va très mal. Puis quand je dis ils font l'opération, c'est quoi? Il va y arracher un bout du nez. Puis le scalpel va aller tellement loin qu'il va y arracher un bout de la mâchoire sans le savoir. Ça va vraiment pas bien. 24 heures plus tard, la fille est en mode hémorragie. Elle saigne de partout. Fliess, il est déjà retourné à Berlin. Freud, il sait pas quoi faire. Il est dépassé. Il est vraiment hors de son champ de compétences. Et puis là, il fait appel à un autre chirurgien qui arrive puis qui s'en va, qui se précipite sur la fille qui est en train de se vider de son temps. Elle est rendue blême. Puis là, il dit, Freud, viens m'aider là, parce que il faut qu'on soit 2 là-dessus. Puis là, il commence à l'opérer lui-même. Il réalise que son chum Fliess a oublié plusieurs mètres de gauze médicale, du tissu qui est fait pour absorber le sang. Puis ça, c'est du tissu à l'iode. Il y a une infection qui s'est pognée en dedans de 24 heures. La fille a des mètres et des mètres de tissu pognés dans le nez. Ben, comment? Puis pendant qu'il l'opère... Une magicienne du temps. Oui, c'est ça, mais vraiment avec un côté sordide puis inspiré par la cocaïne. Et puis c'est pas tout. Pendant qu'il l'opère, pendant qu'il sorte le tissu médical qui en finit plus de sortir, elle se met à éternuer. Elle a un bout de mâchoire qui littéralement vole à travers la pièce.
Freud est horrifié, sort, s'en va dans l'autre pièce d'à côté, se cale un verre de cognac. Lui, il est hors jeu. Là. Il a perdu le contrôle de la situation, il ne comprend plus. Puis là, on pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à se dire OK, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie que je devrais peut-être régler, puis ça a peut-être rapport avec la cocaïne. Comme de fait, dans les années qui vont suivre, premièrement, la femme, elle va survivre, mais elle va être défigurée, puis elle va rester accro à un paquet de drogue. Et puis, en plus de ça, à un moment donné, elle va perdre l'usage de ses jambes. Elle va devenir psychologue aussi, étrangement. Ça va être une des premières... mâchoire. Ça va mal, là. Fini ça. Cette femme-là est malheureuse, mais tu sais, Freud est malheureux. C'est toutes des espèces de génies qui sont tous un peu cousins, qui recommandent leurs patients, qui finissent par travailler avec eux, qui finissent par coucher avec eux. Puis tout le monde est malheureux, puis tout le monde est un peu sur une drogue ou sur un autre. Et puis là, pour Freud, ça va être les cigares. Pour elle, ça va être, à un moment donné, la fin de sa vie dans un hôpital. Et pour Fliess, ça va être la fin d'une amitié. Les deux vont finir par se brouiller. Freud finit par se brouiller avec tous ses mentors. Mais là, c'est là-dessus que je vais finir, c'est que Freud, là, la cocaïne a fini par l'endommager. Et ça, c'est pas quelque chose que la plupart des fans de Freud aiment reconnaître. Ou des fans de cocaïne. Ouais, c'est vrai. Les fans de cocaïne n'aiment pas parler dans mal de cocaïne. C'est vrai, il faut donner à la cocaïne ce qui revient à la cocaïne. Mais là, la question qui se pose, c'est ça a été quoi l'influence de la cocaïne à la fin de la vie de Freud, là, hein? Au crépuscule d'une idole? Est-ce que la cocaïne a joué un rôle dans l'établissement de la psychanalyse? Alors là, la première chose qu'il faut ne pas faire, c'est faire de la psychanalyse sur Freud parce que là, on n'en sortira pas. Mais là-dessus, j'ai quelques citations que je voudrais partager. Il y a l'historien de la médecine Howard Markel qui affirme qu'en 1895, Freud consommait suffisamment de cocaïne pour ressentir des douleurs thoraciques et que ses voies nasales étaient tellement encombrées qu'il dut subir une intervention chirurgicale pour les ouvrir afin de pouvoir respirer. Cela expliquerait les relations amour-haine de Freud avec ses amis, ainsi que les brusques changements d'idées. Comme c'est souvent le cas chez les cocaïnomanes, il a un tempérament un peu paranoïaque. J'ai écrit pharaonique. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui s'est penché sur le cas. David Cohen, dans un essai à la fois historique et polémique, explore un peu les zones d'ombre et les fragilités du personnage qui en font, selon lui, le parfait candidat à l'addiction. Oui, parce que Freud, il est dépressif, il est obsessionnel, il est sexuellement réprimé et malheureux. Et voilà. Mais là, après 10 ans de cocaïne, il y a de la toxicité aussi qui se développe. La cocaïne s'attaque très sauvagement aux muscles du cœur et pas mal à tous les organes. Mais en particulier, les muscles du cœur sont très susceptibles aux effets de la cocaïne à court et à long terme. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un dérèglement au niveau de la palpitation. Ça peut faire à peu près n'importe quoi, mais c'est le dérèglement. Fait que tu sais pas ce qui va arriver. Ça va mal aussi au côté cerveau. Puis c'est ça, ce que les historiens un peu plus, disons, scientifiquement orientés ont trouvé par rapport à Freud, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de cohérence entre l'idée d'un cocaïnomane puis du genre de maladie qu'il a développé. Il va finir par arrêter la cocaïne en 1896, mais il va substituer ça par une avalanche de cigares, au moins 20 cigares par jour. Et là, ça devient un peu problématique parce qu'il sait que fumer 20 cigares par jour, c'est pas vraiment une bonne idée, mais il a peur de se faire opérer. Donc, quand il va réaliser, vers 1917, qu'il y a une tumeur maligne à la mâchoire, il va décider de retarder l'opération parce qu'il a plus peur d'être incapable de fumer des cigares que d'un cancer. Puis ça, c'est un gars qui a passé sa vie à dire que les véritables problèmes sont dans la tête. Peut-être que c'est un homme qui avait beaucoup de problèmes avec le corps, l'expression du corps, vivre dans son propre corps. Il parlait en fait de son corps comme étant quelqu'un d'autre. Il lui a même donné un nom que j'ai malencontreusement oublié. Mais tout ça pour dire qu'il va finir par développer un méchant cocktail de problèmes. Freud, il va vivre avec les conséquences de sa consommation excessive de toutes sortes de bons et mauvais péchés en développant un cancer de la bouche et ou de la gorge. Je ne suis pas vraiment sûr. Dans le temps, on disait un cancer oral. Aujourd'hui, tu dis cancer oral, tu as envie de poser d'autres questions. Mais pour lui, c'est pas mal. Il y avait mal partout, ça on le sait. Il y avait beaucoup de migraines. Il y avait mal partout aux intestins. Était un homme d'une santé très fragile, d'ailleurs. Et puis, c'est ça. Là, en 1923, le diagnostic est posé. Sa tumeur est tellement grave qu'on va l'opérer. Pas une fois, pas deux fois, pas 5 fois, pas 10 fois. Il va subir plus de 30 opérations avant sa mort. Même qu'à un moment donné, on va y enlever une partie de la bouche. On va y installer une espèce de drôle de prothèse. Mais tu sais, les prothèses en 1930, c'est pas l'idéal, là. C'est comme une espèce de gros cossin de métal qu'on te fout dans la bouche puis on te dit bonne chance. Un hubcap de carrosse de cheval. Ouais, c'est ça. Plus comme un piège à ours que comme une prothèse dentaire hygiénique.
Puis, comme de fait, ben, sa prothèse, il l'appelle le monstre. Sa qualité de vie est atroce. Puis, à un moment donné, il y a un docteur qui vient le voir. Puis, Freud, il le regarde un peu avec les yeux fatigués du vieux psychanalyste qu'il est. Puis, il dit, tu sais qu'à un moment donné, dans le temps, on avait parlé de peut-être achever mes jours avec de la morphine si jamais j'allais mal. Puis, après ça, il aurait dit, ben écoute, c'est peut-être le temps, là, aujourd'hui. Donc, il serait mort par la morphine. Oh, Un homme qui a vécu par la cocaïne et qui a wow. prêché par voilà, la psychanalyse, qui s'est psychanalysé lui-même en fin de vie. Je ne sais pas à quel point il a compris que la drogue lui a coûté cher. Ce qu'on apprend, dans le fond, dans ce podcast-ci, c'est que c'est la faute de Freud. Freud a peut-être été le premier cocaïnomane de l'histoire. On commence à remplacer la morphine, à quoi beaucoup de gens sont accros, avec la cocaïne qui maintenant est facilement achetable. Puis là, bien évidemment, en 1885, il y a des docteurs un peu moins fous qui prennent peut-être moins de cocaïne, qui se disent « Ah, tiens, il y a des conséquences un peu dommages, surtout au niveau du cœur. » Puis là, on commence à réaliser qu'effectivement, les gens qui prennent de la cocaïne à long terme, ça va mal. Donc, on va interdire ça en 1905 puis 1910 de l'Europe aux États-Unis, sauf du côté de l'Angleterre où est-ce que la cocaïne, ça a des conséquences géopolitiques. Mais bref, c'est ce qu'on a appris de Freud aujourd'hui. En plus d'être un personnage extrêmement polarisant, c'était quelqu'un qui professait un amour fou de la cocaïne jusqu'à 1896. Ben, c'est fort intéressant parce que il doit être un des philosophes, ou pas philosophes, mais psychologue. On va l'appeler un penseur. Parce que c'est pas tout le monde qui dirait que c'est un philosophe ou un psychologue. Ben, je ne veux pas complètement antagoniser la France. Le nom est tellement mainstream. Ouais. Mais jamais, comme j'entends du Freudian slip, Freud, mais jamais que c'était un cokehead. Ben, maintenant, je le sais. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes plus souvent sur mon show. Right. On apprend tellement de belles choses, tellement de savoir inutile qui n'ira jamais nulle part, sauf dans les oreilles de, je l'espère, plusieurs milliers de personnes, sinon des millions. Écoutez-nous, abonnez-vous, aimez-nous, likez-nous, partagez-nous, découvrez-nous, parlez de nous à vos amis, à vos enfants, sauf peut-être pour Freud de la cocaïne, parce que c'est pas vraiment le sujet le plus universellement accessible au niveau de l'âge. Mais néanmoins, abonnez-vous au Temps d'une bière. Le Temps d'une bière, c'est de l'histoire un peu insolite pour le temps d'une bière, littéralement, avec quelqu'un qui, en général, a quelque chose de drôle à nous dire. Et ça inclut Julien Dionne. La grande question qui se pose, c'est où est-ce qu'on va te voir dans les prochains mois? Vous pouvez me voir un peu partout en tournée en français. C'est partout, toi? Un peu partout en français et en anglais. Pas quand c'est que ça sort. Ça, c'est le 19 Nous non plus, on le sait pas. décembre avec Derek Sagan. Donc, c'est que c'est dans le futur. Venez. C'est que c'est dans le passé, mais vous avez manqué une shot. Ayez venu, soyez venus. Soyez venus. Eussiez-vous été là? Quelque chose comme ça. Donc, voilà, Julien Dionne. Puis sur les réseaux, Julien Dionne, Instagram. Puis t'as ton podcast TikTok. aussi, hein? Oui, le Julien Dionne Show. Là, le dernier épisode que j'ai fait, c'était à Juste pour rire. J'ai fait 2 épisodes au mois de juillet, puis j'ai pris 3 mois off. So, maintenant, on recommence. T'as le droit. Ah, t'as le droit, of course. Julien J'ai Dionne, 545 garde-toi. épisodes. Fait que on est là pour un bout. Mais merci, j'adore ça. Puis je serai de retour. Le prochain épisode, on va faire du PCP. Mhm. Jean Charest et son air de PCP. Meilleur sujet au monde. C'est tout pour le temps d'une bière. Abonnez-vous encore une fois. On vous aime bien. Écrivez-nous. On accepte les suggestions. Et non, on n'a pas pris de cocaïne, même si des fois ça paraît pas. Fait que, à plus.